Donc, dans la dernière présentation de cette matinée, ma collègue Darlene Imick de l'Université d'Ottawa et moi-même allons vous parler de Go Fossil Free, qui désigne un mouvement mondial porté par des activistes qui, à l'origine, étaient des activistes étudiants dans des campus d'universités américaines et qui font campagne, aujourd'hui encore, pour que les investisseurs institutionnels cèdent les actifs qu'ils détiennent dans des entreprises qui sont liées soit à l'extraction, à la production, à la transformation ou au transport de combustibles limités, non renouvelables et émetteurs de gaz à effet de serre, dont évidemment en particulier, vous vous en doutez, le pétrole, mais aussi le charbon et le gaz naturel notamment. J'aimerais commencer ou introduire cette présentation en citant un article très important puisqu'il permet de vraiment capturer ce dont on va vous parler. Article de presse paru dans la revue Rolling Stones le 9 juillet 2012. Dans cet article, on apprend que le Carbon Tracker Initiative est une initiative qui avait été menée à l'époque par une équipe d'analystes financiers, mais aussi d'écologistes. C'est assez rare ce genre de mix, basé à Londres, qui a publié un rapport dans le but de sensibiliser les investisseurs aux risques que le changement climatique fait peser sur leur portefeuille d'actions. Ce sont ces analystes et ces écologistes anglais qui ont quantifié le carbone déjà contenu dans les réserves prouvées de charbon, de pétrole et de gaz à effet de serre des grandes entreprises de combustibles fossiles. Donc, je pense au Gazprom, Petro-Canada, Total, Shell de ce monde, et ou dans les pays qui se comportent comme des entreprises de combustibles fossiles, en particulier le Koweït. Ça, c'est pas selon moi, c'est selon ces gens-là. Et donc, d'après eux, ça s'élevait, ces réserves, à 2795 gigatonnes d'équivalent CO2, soit nettement plus que ce que les chercheurs, dès l'époque 2012, conseillaient comme budget carbone maximal à consommer d'ici la moitié de ce siècle. Donc, dans cet article de Rolling Stone, on lit aussi que l'ancien directeur général de JP Morgan calculait qu'à leur valeur marchande actuelle, en 2012, ces 2795 gigatonnes d'émissions de carbone valaient à peu près 27 trillions de dollars. Et qu'en d'autres termes, si on écoutait les scientifiques, il fallait garder sous terre une grande proportion de ces 2795 gigatonnes, ce qui allait devoir conduire ces entreprises à radier ou à déprécier environ de 20 trillions de dollars les actifs qui se trouvent dans les bilans de ces entreprises. Donc, c'est la raison pour laquelle, et on le résume bien sur cette page, la présentation de l'auteur de l'article de Rolling Stone, c'est que nous avons un ennemi dans la lutte contre le changement climatique et cet ennemi numéro 1, c'est des entreprises comme Shell. Parce que c'est inimaginable pour eux de radier un tel montant de leurs actifs au bilan. Donc, cette introduction ayant été faite, nous, les objectifs dans notre étude, qui est toujours en cours, non encore publiés, ils sont triples. Dans un premier temps, on veut comprendre la manière dont des activistes du mouvement social Go Fossil Free problématisent la situation actuelle et ce qu'il convient de faire pour pouvoir en sortir. Et de replacer cette problématisation dans une revue de littérature de toutes les autres problématisations existantes pour qu'on puisse brosser une sorte de panorama permettant de situer comment les activistes de Go Fossil Free se situent dans les compétitions de cadrage, puisqu'on va se baser sur la théorie du cadrage sur laquelle je reviendrai dans un instant. Deuxième objectif de notre étude, c'est d'essayer de comprendre qui agit concrètement face à l'appel aux armes des activistes. Autrement dit, quels sont les acteurs institutionnels, les investisseurs qui ont été sensibilisés et qui véritablement ont non seulement dans leur discours, mais dans les faits, commencé à sortir de la filière des industries fossiles. Et surtout, troisième point, au nom de quoi le font-ils? Parce qu'il faut convaincre les ayants droit, les bénéficiaires, que ça n'est pas une stratégie risquée, qu'elle n'est pas faite à leur détriment, cette stratégie, et qu'elle a du sens. Le plan de la présentation est assez classique et comme je vous l'ai indiqué précédemment, on va commencer par une revue de littérature des différents cadrages du réchauffement climatique d'origine anthropique qui ont été proposés pour qu'à la toute fin, vous compreniez bien où se situent les activistes du mouvement social Go Fossil Free. Ce sera donc dans un premier temps, puis Darlene vous parlera du mouvement social lui-même, son historique et le cadrage du problème qu'il propose, ainsi que les réponses les 500 plus réponses des investisseurs institutionnels ciblés que nous avons analysées empiriquement pour essayer de comprendre ce qui est fait concrètement et au nom de quoi, comment c'est justifié.
Et enfin, on ouvrira vers une tentative de théorisation puisque ce travail est encore en cours et bien évidemment, tous les commentaires ou suggestions que vous pourriez avoir sur la théorisation seraient les bienvenus puisque nous sommes les deux mains dedans actuellement. Donc, les cadrages de la problématique du réchauffement climatique d'origine anthropique, ils sont extrêmement nombreux. Il y a des cadrages qui sont proposés par des activistes environnementalistes, dont Naomi Klein, que j'ai déjà précédemment évoqué, mais il y a aussi des cadrages qui sont proposés par des scientifiques. Donc là, on parle de stratigraphes plus particulièrement, mais aussi de climatologues. Et étonnamment, puisque c'est quelque chose qui émerge, des chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à l'histoire des techniques et de l'environnement, comme Christophe Bonneuil, Pierre Charbonnier, Jean-Baptiste Fressos, Bruno Latour. Et donc, nous, on a choisi de zoomer sur les cadrages proposés par les scientifiques, puisqu'ils sont plus larges que ceux qui sont proposés par les activistes, comme vous allez le voir dans un instant. Quelques mots sur la théorie du cadrage pour que vous puissiez suivre l'argumentation à partir de ce point. Un cadrage au sens de Benford et Snow, puisqu'il existe toutes sortes de théories du cadrage, mais nous, c'est celle de Benford and Snow que nous allons utiliser. C'est une manière de présenter une situation comme faisant problème. Un cadrage, ça inclut aussi des causes profondes et des solutions pour pouvoir résoudre le problème qui a été identifié, dans le but de quoi? Eh bien, de mobiliser un public que l'on vise pour passer à l'acte. Malheureusement, les cadrages, ce sont des constructions sociales et qui se heurtent à des contre-cadrages, donc il y a une bataille de problématisation pour être celui ou celle finalement qui présente la situation d'une manière qui soit la plus mobilisatrice possible. Et dans cette bataille de cadres et de contre-cadres ou de cadrage contre cadrage, celui qui va l'emporter, si je puis dire, c'est le cadrage qui va résonner avec ce que Benford et Snow appellent un macro-cadre tenu pour acquis dans la société. Un macro-cadre, c'est quelque chose que l'on ne discute pas, qui n'est pas polémique et qui va pouvoir rallier tout le monde à quelque chose que l'on tient pour acquis. Donc, ceci étant dit, voilà comment on envisage les choses. Sur la droite de cet écran, vous voyez quelques exemples de cadrages qui sont proposés par des activistes pro-environnement. Donc, eux, ils vont présenter le problème du réchauffement climatique sous l'angle de leurs conséquences sur la santé, maladie, dégradation de la qualité de vie des gens, sous l'angle des problèmes de collusion, corruption, conflit d'intérêts, donc sous un prisme éthique publique entre les gouvernements de certains pays et les grandes multinationales de l'industrie fossile. Ils vont présenter le problème sous l'angle du néocolonialisme vert et des injustices climatiques, par exemple, j'en passe et bien d'autres. Donc ça, c'est très diffracté. On a toutes sortes de problématisations portées par des mouvements sociaux différents qu'on fait figurer à droite. Alors que les cadrages proposés par les scientifiques en général sont moins diffractés et on les a présentés sous forme de poupées russes, puisqu'en général l'un n'exclut pas l'autre, mais on va zoomer plus ou moins précisément sur telle ou telle cause profonde par rapport à la crise climatique. Donc, je vais commencer par ce qu'on a appelé le cadrage historique, même s'il est possible de revenir bien plus en arrière. Hein, dans les discours collapsologistes, on peut revenir jusque même au XVIIe siècle. Mais nous, on s'est concentré sur la deuxième moitié du XXe siècle qui, nous le pensons, a marqué un tournant dans la prise de conscience collective sur le problème du changement climatique. Et ça, c'est celui de 1972, qui est connu comme étant le paradigme des limites ou rapport Meadows ou rapport au Club de Rome. Tout ça, c'est en fait la même chose. Donc, à l'origine, dans les années 1970, quel était le problème ? Petite parenthèse, le Club de Rome, c'est une émanation de l'OCDE qui incluait non seulement des universitaires, des chercheurs, mais aussi des fonctionnaires et des industriels, et qui se donnait pour mandat de réfléchir aux problèmes contemporains à leur époque. Et ils ont mandaté des experts du MIT pour écrire un rapport sur les effets pour l'environnement de la croissance dans un contexte de natalité galopante, avec de plus en plus de monde sur la planète Terre. Donc, vous allez voir que c'est très connoté catastrophisme de droite et que ce que je m'apprête à vous présenter a été fondamentalement critiqué et a donné lieu à un contre-cadrage sur lequel je vais revenir dans les minutes qui suivent. Mais dans ce cadrage historique, la cause du problème, elle est la suivante.
Les ressources planétaires sont limitées, comme vous pouvez le lire. On a tenté de s'affranchir de considérations physiques liées à la croissance, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin pour financer notre mode de vie à l'occidental. Or, cela ne peut pas continuer sur la même lancée sans risque, d'autant plus que nous sommes très nombreux sur la planète. Donc, vous voyez ici en creux une forme un peu moralisatrice et culpabilisante pour les pays en voie de développement à l'époque, qui avaient une natalité moins contrôlée qu'en Occident. C'est en cela que ça a été considéré comme un cadrage de droite, d'ailleurs. Qu'est-ce qui devait être fait? Eh bien, à l'époque, les experts du MIT disaient la chose suivante: il faut remettre en cause la rationalité économique dominante qui ignore les effets de seuil au-delà desquels on se heurtera à des conséquences non réversibles pour l'environnement. Et en gros, et je suis obligée d'aller très très vite vu le temps qui m'est alloué, mais il y avait un appel à la croissance zéro déjà à l'époque. C'est fou hein, la résonance que ça a avec le discours que l'on entend aujourd'hui. Déjà en 70, on nous disait croissance zéro et de 1, et de stabilisation de la population mondiale. Autrement dit, si je reprends le titre du livre de Pierre Charbonnier, il faut renoncer à la fois à l'abondance et à la liberté. Consommer moins, réduire le nombre d'enfants que l'on fait. Pourquoi? Eh bien, ce au nom de quoi il faut faire cela, c'est que si l'on ne freine pas la machine économique et démographique, le système Terre va s'effondrer. Bouleversement à partir de 2009. On ne va plus du tout parler du paradigme des limites, même si on va encore en voir des strates qui subsistent ici et là, mais on va problématiser les choses très différemment à partir de 2009, selon Christophe Bonneuil, puisque là, on ne parle plus de crise climatique à proprement parler. Une crise, ça se gère. On va carrément parler de changement d'époque géologique, voire d'ère géologique, sachant qu'une ère se subdivise en époques. Donc, c'est vraiment la datation ici qui va être centrale dans le questionnement des chercheurs. De quels chercheurs parle-t-on? Eh bien, de stratigraphes qui sont en fait des spécialistes en géologie qui s'intéressent justement aux périodes charnières de transformation d'époque. Donc, l'Holocène, c'est la dernière époque géologique qui a commencé il y a environ 11 000 ans et on serait en train de basculer vers l'Anthropocène, du grec anthropos, l'homme. Et plus grave encore, si on pense qu'il y a un changement d'ère, on passerait du Cénozoïque qui a commencé il y a 66 millions d'années vers l'Anthropozoïque. Donc notre activité humaine serait à même finalement de mettre un terme à quelque chose qui dure depuis 66 millions d'années. Donc là, la cause, c'est bien l'activité humaine, mais l'enjeu, il est beaucoup plus qu'un simple changement climatique. On voit que la géologie même de la planète est impactée. Je donne un exemple parmi une pléthore que j'aurais pu trouver. La fracturation hydraulique en Amérique du Nord cause des micro-tremblements de terre, donc la croûte terrestre elle-même est impactée par nos activités. Qu'est-ce qui doit être fait selon ce cadrage? Eh bien, pas sûr que l'on puisse encore faire quelque chose, à vrai dire. Quand on lit ce type de travaux des stratigraphes, il y en a eu des milliers déjà depuis 2009. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'il faut essayer de changer notre façon de penser la temporalité, puisque jusqu'à assez récemment, on pensait que l'histoire humaine avait peu d'impact avec l'histoire de la planète Terre qui, elle, se chiffre en milliers, voire en millions d'années, et que quoi que l'on fasse, ça n'a aucun impact sur les périodes de glaciation, déglaciation. Aujourd'hui, on voit que ces deux temporalités sont en train de s'interpénétrer et se rejoignent d'une certaine manière. L'enjeu, c'est qu'on est tout simplement face à l'extinction de l'espèce Homo sapiens, voire l'extinction de tout le vivant, bien que, selon certains chercheurs, des bactéries pourraient survivre à l'Anthropocène, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, on va voir, souvenez-vous de la poupée russe dans la slide initiale que je vous avais montrée, on va avoir toutes sortes de sous-cadrages qui vont essayer cette fois-ci de mettre le doigt sur une cause plus précise. Donc, le premier sous-cadrage, ça va être... On ne remet pas en cause le problème ni le pourquoi il s'agit d'un problème, pourquoi il faut agir. Là où ça change, ça va être au niveau de la cause et de ce qui doit être fait. Donc au niveau de la cause, on nous dit finalement la faute c'est à l'espèce humaine tout entière et non pas les pays en développement qui ont une natalité galopante comme dans le cadrage des années 70, mais toute l'espèce humaine depuis le néolithique, c'est-à-dire environ il y a 5000 ans, c'est-à-dire qu'en réalité, d'après les stratigraphes, on voit déjà des transformations géologiques depuis la sédentarisation, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture et de l'élevage.
Donc, qu'est-ce qu'il doit être fait? Là encore, il faut induire ce qui doit être fait en creux, puisque les chercheurs ne s'intéressent pas tellement à ça, mais on comprend en creux qu'il faudrait peut-être revenir à l'âge d'or des chasseurs-cueilleurs, puisque c'était la seule modalité d'existence qui faisait en sorte que, sur le plan géologique, il n'y avait pas d'impact. Dès lors qu'on cessait de sédentariser, on a commencé l'Anthropocène. Je suis obligée d'aller très vite, mais vous allez voir que je vais zoomer de plus en plus précisément sur la cause. Donc là, on va avoir un autre sous-cadrage où on n'est plus dans « c'est la faute à l'espèce humaine », qui a tendance à finalement déculpabiliser l'Occident. Quand on dit c'est la faute à nous tous, bon, là on va nous dire c'est la faute à l'Occident, pas à l'espèce humaine. Et en réalité, l'Anthropocène, sa datation précise, ça serait plutôt aux alentours de 1610, c'est-à-dire concomitamment aux grandes expéditions aux Amériques des puissances colonisatrices européennes. Donc en gros, depuis les conquistadors, là on a des marqueurs sur le plan géologique qui nous permettent de dire que vraiment l'Anthropocène, ce serait plutôt à cette date qu'on entre les deux pieds dedans. Que doit-on faire? Eh bien, là, les chercheurs vont plutôt pointer du doigt la mentalité extractiviste des Occidentaux depuis un demi-millénaire. On n'hésite pas à massacrer tout le monde. Pour faire quoi? Eh bien, pour pouvoir s'approprier des ressources gratuitement fournies par la planète Terre. Et donc, l'idée, ce serait d'arrêter ce réflexe d'extraire systématiquement toutes les richesses que l'on trouve sous nos pieds. Et là, vous reconnaissez un écho au dernier rapport du GIEC d'avril 2022. On nous dit exactement la même chose. Il faut accepter de garder sous nos pieds certaines ressources et de ne pas les exploiter. Donc là, on va avoir ce qui doit être fait, c'est aussi revoir le rapport nature-culture que l'on a en Occident, où on oppose l'agentivité humaine à la passivité de la nature. Tout ça, c'est à revoir. C'est finalement hérité de la philosophie des Lumières. C'est la modernité qui est en cause. Il faut changer notre cosmologie. Troisième sous-cadrage, là, on va nous dire, c'est pas tellement il y a 500 ans le problème. C'est plus récent qu'il y a un demi-millénaire. En réalité, la vraie datation de l'Anthropocène, c'est la révolution industrielle, puisque c'est le moment à partir duquel on a identifié qu'on pouvait extraire de la lithosphère le charbon. Donc la première des énergies fossiles. Et pourquoi c'est vraiment ça le problème, les énergies fossiles? C'est qu'avant la découverte du charbon, l'intervention des hommes sur la nature, elle était limitée par la force physique des hommes et des bêtes de somme. Donc forcément, même si on avait envie de faire plein de trucs, on était limité par notre force physique. Or, l'invention de la machine, le charbon, les machines à vapeur, tout ça, ça a permis de décupler l'intervention humaine sur la Terre et donc l'empreinte sur les écosystèmes s'accentue plus particulièrement à partir de la fin du XVIIIe siècle, selon ceux qui adhèrent à ce micro-cadrage-là. Qu'est-ce qui doit être fait si on adhère à ce nouveau cadrage où finalement c'est pas la faute à l'espèce humaine, c'est pas la faute aux modernes depuis les conquistadors, mais c'est la faute du capitalisme depuis la révolution industrielle? Eh bien, ce qu'il faut faire, ce serait développer une nouvelle forme de capitalisme qui serait plus vert, qui se passerait d'énergie fossile. Donc, on voit qu'à mesure que la causalité est comprise différemment, la solution proposée elle-même est teintée de manière très différente. Dernier sous-cadrage sur lequel je vais insister, après quoi, même s'il en existe beaucoup d'autres, je vais devoir céder la parole à ma collègue pour qu'elle zoome dans le cœur du sujet, c'est-à-dire Go Fossil Free. Le dernier sous-cadrage, c'est le fait de dire c'est la faute à l'hyperconsumérisme globalisé. Donc là, on fait remonter l'Anthropocène à encore plus récemment, c'est-à-dire 1960, qui est l'année à partir de laquelle on se met à consommer plus d'une planète Terre par année en moyenne, avec évidemment des différences entre les classes sociales et entre les pays. Mais en gros, c'est seulement à partir de 1960 qu'on se met à consommer, si je file la métaphore, non seulement tous les fruits de l'arbre Terre, mais qu'on se met aussi à couper des branches qui nous privent des fruits dans les années à venir. Et donc, certains stratigraphes nous disent que c'est surtout à partir de 1960 qu'on voit des changements géologiques importants et qui sont également liés aux essais nucléaires. Donc, on voit certains éléments apparaître dans les analyses atmosphériques à partir des années 60. Ce qui doit être fait, c'est encore moins radical que ce que j'ai dit précédemment, puisque finalement, ce n'est pas tellement le capitalisme qu'il faut changer, c'est juste notre hyperconsumérisme. Il faudrait tout simplement réduire notre consommation de manière à ce qu'elle soit un petit peu plus durable. Il y a plein de sous-variantes
sur lesquels je ne reviendrai pas, mais comme je l'ai dit pour les conférenciers précédents, cette présentation PowerPoint est disponible sur demande. Il suffit de nous écrire à Darlene ou à moi et on vous la transmettra. Donc, les autres cadrages, finalement, c'est la faute aux technosciences ou c'est la faute à la fracture ontologique en Occident, etc. Mais je dirais qu'il est grand temps maintenant que l'on parle de Go Fossil Free et de la manière dont eux ont cadré le problème. Darlene, je te cède la parole. Merci Marion. Nous pouvons maintenant nous recentrer sur notre objet d'étude spécifique. Il s'agit d'un mouvement social, Go Fossil Free. Pour Marion et moi et notre recherche, ça veut dire à la suite d'un Éric Neveu, un mouvement social, agir ensemble intentionnel marqué par le projet des protagonistes de se mobiliser de concert pour la défense d'une cause. Alors, pour nos Go Fossil Free, la cause est la lutte contre le changement climatique. Suivant. On peut voir ici sur le slide que le mouvement est mondial et décentralisé, mais le mouvement est surtout organisé et mené par, premièrement, des étudiants universitaires du monde entier. Parmi les exemples de campagnes menées par des étudiants, on a Fossil Free Stanford, University de Stanford, Fossil Free UCL, University College London, près de nous, Fossil Free du Ottawa, c'est mon université. En fait, nous allons écouter une des étudiantes du Fossil Free Université d'Ottawa cet après-midi, Mary Stewart, dans la dernière partie de ce colloque. Donc, comme les autres mouvements sociaux et politiques comme Black Lives Matter, Me Too Movement, Stop Asian Hate, le mouvement Go Fossil Free n'est pas dirigé par une seule personne ou organisation. Il est plutôt un réseau international de campagnes organisées localement et de manière indépendante. Un truc notable et cool, c'est comment des personnalités connues qui ont affiché leur support et soutien au mouvement tels que Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Desmond Tutu et plus. Suivant. Alors ici, on peut voir quelques dates clés. Aujourd'hui, on parle d'un mouvement mondial, mais au départ, Go Fossil Free n'a pris de l'ampleur que récemment, en 2010. Lorsqu'un petit nombre d'étudiants universitaires américains ont exhorté les administrateurs à s'abstenir d'investir dans l'industrie des combustibles fossiles. 2 ans après son lancement, le mouvement est devenu mondialement reconnu et a même fait l'objet d'une publication dans Rolling Stone, The Global Warming's Terrifying New Math, qui a contribué à propulser le mouvement. En 2013, le mouvement des investissements fossil free est devenu la campagne de désinvestissement à la croissance la plus rapide jamais enregistrée, puisque plus de 8 000 milliards de dollars avaient été désinvestis au cours de cette période. On peut suivre le chemin jusqu'au présent et au Canada. En effet, la Caisse de dépôt et placement tournera le dos au pétrole d'ici à la fin de 2022. Et l'Université d'Ottawa, par exemple, mon université, a annoncé la décision de désinvestissement cette année. Suivant. OK. Là, on peut voir le cadrage proposé par Go Fossil Free. Selon le modèle, on peut voir premièrement le problème. Quel est le problème? C'est clair que c'est le réchauffement climatique, mais exactement quoi? Ici, c'est nettement moins abstrait ni aussi vaste que dans les cadres de signification précédemment évoqués par Marion. La problématisation portée s'est stabilisée autour des éléments suivants, trois choses.
les effets de l'extraction des combustibles fossiles sur le budget climatique, c'est-à-dire la quantité admissible d'émissions de gaz. C'est première. Deuxième chose, les effets de la combustion des combustibles fossiles, dont vagues de chaleur, l'érosion dans les zones côtières, ainsi que le fond des glaciers, dépréciation de la qualité de l'air, tout ça. Troisième chose, les effets liés au transport des combustibles fossiles est également problématique. Par exemple, lorsque le pétrole est transporté à travers l'océan dans les superpétroliers, il existe un risque accru de déversement du pétrole. Même chose avec le gaz naturel, bien sûr, quand c'est transporté par le pipeline de transmission. Donc, si on résume, l'exploitation des énergies fossiles sont la cause du réchauffement climatique et c'est bien noté par le mouvement que cette exploitation est gérée par des entreprises comme Shell, Exxon, Chevron, etc. Donc, ce sont elles qui sont à la source du problème. C'est quoi la solution proposée? Idéalement, il faudrait cesser tout nouvel investissement dans les sociétés pétrolières, charbonnières et gazières et arrêter de donner des permis d'exploration. Mais selon le mouvement, les gouvernements ne font rien. Donc, il faut que ce soit les citoyens qui militent. C'est la seule solution. Et fasse campagne pour convaincre les institutions locales de désinvestir les actifs déjà détendus dans ces sociétés. Ça marche, en effet, plusieurs mouvements ont conduit à des victoires. Ensuite, il faudrait investir plutôt dans les énergies renouvelables et propres, comme on a vu ce matin avec la présentation de Dirlor. Mais, premièrement, c'est désinvestissement. Ça, c'est le but. Pourquoi? Parce que les entreprises de la filière énergétique des combustibles fossiles ont non seulement créé le problème, mais ont ensuite mis tous ces efforts comme lobbying et tout ça à nier le problème. Il faut donc en finir avec cette industrie totalement. Aussi, le gouvernement ne font rien car ils sont liés à ces entreprises. Il existe un conflit d'intérêts, sponsorship programs, des entreprises pétrolières et en retour, elles reçoivent des permis d'exploration, etc. Donc, c'est aux citoyens de convaincre les acteurs institutionnels des marchés financiers d'arrêter de financer ces entreprises. Seuls les mouvements citoyens peuvent parvenir à faire changer les choses. Ça, c'est le cadrage de Go Fossil Free, tout ça. Suite. Maintenant, je tourne aux réponses des investisseurs institutionnels qui ont fait décision face à ce mouvement. OK, ici, on peut voir une liste des organisations diverses. On peut voir les catégories qu'on a étudiées et qu'on est en train d'étudier pour notre étude des organisations gouvernementales, régimes de retraite, établissements d'enseignement, philanthropiques, institutions religieuses et NGOs, non gouvernementales. Et les chiffres en rouge là correspondent au nombre de ces organisations que nous sommes en train d'étudier dans notre analyse, les organisations qui ont annoncé leur décision des investissements. Les réponses aux injonctions du mouvement n'ont pas été uniformes depuis le début du mouvement autour de 2010. Certaines ont refusé de s'engager dans le débat et ont fermement coupé court à la discussion sur le désinvestissement. Beaucoup d'autres ont suggéré que la meilleure approche consistait plutôt à rester investi pour influencer le plus directement les pratiques
de ces entreprises vers les pratiques durables ou plus responsables. Actuellement, selon les activistes du mouvement, plus de 1000 institutions sont en train de désinvestir pour les raisons écologiques. Et parmi les nombreuses institutions qui désinvestissent le plus en relève, c'est les organisations confessionnelles, établissements d'enseignement et les fondations philanthropiques sur le slide là-bas. OK, suivant. Le type de fonds détenu et géré par ces institutions varie beaucoup, mais ça c'est important. Par exemple, une université peut administrer un ou des régimes de retraite, aussi des fonds de donation, aussi des fonds de fonctionnement. Et chacun de ces types de fonds a des restrictions légales différentes qui limitent ce que ces institutions peuvent ou ne peuvent pas faire librement avec leurs investissements. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, le rythme du mouvement actuel de désinvestissement vert s'est accéléré avec des impacts à la fois locaux et mondiaux. Par exemple, ici au Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le deuxième plus grand fonds de pension du Canada, est devenu le premier grand investisseur institutionnel nord-américain à fixer une cible de carbone et à élaborer un mandat pour déplacer les actifs vers des investissements neutres en carbone. En fait, nous allons en savoir plus à ce sujet lorsque M. Bertrand Millot interviendra à 1 p.m. Lors de la table ronde dans ce colloque. Suivant. Dans notre investigation, on est en train de catégoriser des arguments proposés quand les investisseurs font une décision de faire des investissements verts. On peut voir des arguments là qui sont en premier des arguments éthiques. On a 3, en fait, éthique de la confiance, ça c'est la confiance à une autorité morale. Éthique de la conviction, ça veut dire c'est la bonne chose à faire. Et éthique de la responsabilité, ça veut dire il faut répondre aux désirs de nos parties prenantes. Des fois, ils sont hybridés d'arguments prudentiels, pas toujours, mais des fois. Et ça veut dire qu'il est risqué de continuer à garder des actifs dans une industrie in decline. Et c'est important de ne pas être le dernier à sortir du pétrole. C'est un risque, financial, reputational. Alors, je présente un résumé de 3 exemples des arguments plus spécifiques. Exemple 1, Ursuline of the Chapman Union. Ça, c'est une institution religieuse qui vient du Canada, qui a annoncé leur décision en 2018. Décision, c'est un désinvestissement total. Avec un petit truc, on peut lire la communication à la gauche. We have our focus on one investment in particular at this point, but may keep some small amount of stock so as to be able to vote our proxy with share. Ça veut dire que c'est mieux d'avoir une relation avec des compagnies pour influencer de leurs pratiques et politiques. So, ça, c'est une catégorisation d'investissement total avec une petite nuance. Leur justification, c'est confiance à une autorité morale. Dans ce cas-là, c'est le Laudato Si. Pray for and with creation, live more simply, advocate to protect our common home. Ça vient du pape François. Ça, c'est une éthique de la confiance en autorité morale très classique. Quand on combine, en connecté l'argument prudentiel sur la gauche, on a une argumentation qui est hybridisée un peu. Suivant.
Amnesty International, très connu, évidemment. Leur décision a été annoncée en 2019. Ça, c'est une décision de sortir et puis réinvestir. Alors, on peut lire juste à la gauche. Amnesty International chose to divest from fossil fuels to demonstrate that continued investment is at odds with human rights because of the direct link between their activities and climate disaster. Ça veut dire que c'est la chose juste à faire, c'est tellement une éthique de la conviction, c'est un lien fort entre l'investissement et les droits humains. Alors, c'est un cadrage très commun avec les NGOs. Exemple 3, ATP, ça c'est un régime de retraite en Europe qui a annoncé 2020. Des investissements partiels et progressifs, ça c'est commun avec des régimes de retraite. For example, we will not exit oil and gas completely due to financial reasons. However, the risk of some fossil fuel assets becoming stranded amid the rapid transition to clean energy is a risk, and it's pushing them to stop investing in private equity and credit funds which invest in fossil fuel assets. Alors ça, c'est une justification prudentielle. C'est moins risqué de se retirer partiellement d'une industrie fossile in decline. Et c'est commun avec des régimes de retraite. Alors, moi, j'ai terminé et je passe au Marion encore. Merci Darlene, je vais vraiment aller très vite pour la toute fin parce que je vois que quand c'est nous qui présentons, on regarde moins l'heure qui défile. Alors, ce dont on s'aperçoit en écho à ce qui a été présenté au début, c'est que le cadrage proposé par les activistes de Go Fossil Free, il est un micro-cadrage qui s'insère au cœur de la poupée russe. La faute, elle est très circonscrite, c'est la faute aux grandes majors, comme on les appelle, de la filière des industries fossiles. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment se fait-il que ce cadrage-là, il semble fonctionner, entre guillemets, c'est-à-dire raisonner avec le public cible. La preuve, c'est qu'il y a un passage à l'acte, c'est que le désinvestissement vert, c'est une réalité et elle s'accélère, alors que les scientifiques, ça fait au moins 50 ans qu'ils nous présentent le problème et qu'ils le chantent sur tous les tons qu'il faut faire quelque chose. Donc, on a des hypothèses de travail à ce stade avec Darlene, c'est pas gravé dans le marbre, mais on se dit essentiellement deux choses. Premièrement, cette façon de présenter le problème, c'est une façon qui est pas trop inquiétante parce qu'on est vraiment du micro-cadrage et surtout que la solution proposée, c'est une solution avec laquelle on est très à l'aise puisque ça ne remet pas en cause les présupposés du capitalisme financiarisé. La solution, elle est financière. Donc, investir, désinvestir, ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. Et au niveau du pointage de doigt, on n'est pas dans une injonction morale à 100% avec zéro argument prudentiel. On a bien une hybridation entre les deux. Donc, on ne joue pas que sur la corde sensible, la honte, la culpabilité de l'Occident, la compassion vis-à-vis de peuples distants, par exemple les habitants des îles Marshall, parce qu'on sait que ces cadrages-là ne fonctionnent pas, ça ne suffit pas pour le passage à l'acte. Il faut injecter, et c'est notre hypothèse, l'intérêt personnel dans l'équation pour que des émotions morales complexes comme la culpabilité, la honte, se transforment en émotion primaire, simple, qui est la peur de tout perdre ce qu'on a investi, afin d'être suffisamment motivante pour passer à l'action. Autre idée également qui est une idée qu'on a eue en lisant le dernier ouvrage de Hartmut Rosa, le sociologue allemand, sur l'incontrôlabilité du monde contemporain. On se dit la chose suivante, dans un monde parfaitement incontrôlable, qu'il décrit très bien, eh bien, que l'on investisse ou que l'on désinvestisse, c'est super risqué dans les deux cas. On ne veut pas être le dernier à sortir du pétrole parce que ça, c'est risqué, mais on ne veut pas être le premier non plus parce que si on le fait, on va priver nos ayants droit d'un rendement intéressant pour les actifs et donc c'est un problème également. Donc, dans un monde parfaitement incontrôlable où tout est risqué, un raisonnement
purement prudentiel, il ne permet pas de prendre une décision. Et la beauté du cadrage de Go Fossil Free, c'est qu'il va jouer sur les deux tableaux. Le tableau moral, c'est la juste chose à faire, mais par ailleurs, sur le plan de la gestion des risques, ça fait du sens. C'est ce qui conclut notre présentation et on a bien hâte d'entendre vos questions et commentaires. Merci.